Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est lundi, les vraies voix de retour avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile, je vous trouve rayonnante aujourd'hui, je dirais même solaire. Oh, mais donc, pourquoi vous dites ça? Vous avez un truc à me demander? Vous êtes solaire, non, pas du tout. Tous les lundis, vous me dites ça en disant, espérons qu'elle soit sympa pendant une semaine. Non, mais derrière. là, vous êtes solaire, je vous ai vu derrière le petit écran ce matin et vous étiez solaire. Ouais, mais c'est ça. Eh ben, essayons d'être solaire ce soir. Non, faudrait ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro, Oui, c'est le principe de la radio. j'appuie quelque chose. Non, c'est bon. Thierry Solaire. Thierry Solaire. Ah, si c'était pour dire ça. On recoupe le micro. Et donc, Vous auriez mérité un missile solaire. On est que lundi, hein, c'est ça. Oui, ça démarre mal, mais dans tous les sens, je peux vous assurer. En attendant, juste un petit point, puisque vous nous écoutez, enfin un petit peu partout, et puis vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok, et on va vous offrir un cadeau. Et on peut y aller, Maxime, avant de présenter nos vraies voix. Ah oui, allez-y. C'est le moment de jouer Sud Radio pour vous offrir un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française qui crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. C'est canon. La vente à la France, Le Vent à la Française, c'est une marque qui en tout cas allie le style, la qualité, l'engagement responsable, et ça on adore. Alors ça va être facile si vous voulez gagner ce magnifique bon d'achat. Vous allez envoyer SUD, S-U-D, au 7 20 18 par SMS. Et bien sûr, vous serez peut-être tiré au sort, en tout cas pour gagner ce très beau bon d'achat de 200 € sur le site Le Vent à la Française. On vous souhaite bonne chance. En attendant, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. bonsoir. Mes chers amis. Domenico Cotron est avec nous, auditeur Sud Radio. Bonsoir tout le monde. Et Cécile, si vous me permettez, je voudrais faire un petit coucou à nos amis agriculteurs qui continuent à manifester encore partout en France et sur une cinquantaine de blocages, et qu'on n'oublie pas. Voilà, nous non plus. En tout cas, le message est passé. Vous avez bien fait de le faire. Et Bérangère Dubu, qui est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. On vous fait crédit. Et puis, je voulais rappeler, au moins 39 personnes sont mortes et plus de 120 ont été blessées dimanche lors de ce déraillement d'un train qui ensuite a été rentré en collision avec un convoi circulant sur l'autre voie près d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne. On en reparlera avec Philippe à partir de 19h30 dans les vraies voix qui font parler la France avec Philippe David et François-Louis Bourneau. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, la nouvelle escalade ce samedi. Donald Trump prévoit une taxe de 10% sur les produits de 8 pays européens à partir du 1er février en réponse à leur refus d'un contrôle américain du Groenland. Et on vous pose cette question, menace de Trump, faut-il boycotter les produits américains? Eh bien, vous dites non à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je dis bien évidemment, je cite la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Philippe Bilger. Je serai assez, pour une fois, d'accord avec Philippe. Alléluia. Bérangère Dubu. La question, c'est pas est-ce qu'on doit, mais est-ce qu'on est capable? Je crois pas qu'on soit capable de boycotter les produits américains. Et vous, Domenico? Eh ben moi, je vais être 100% d'accord avec les auditeurs, parce que pour moi, il faut pas. Tout Voilà, simplement. il faut pas. Non. Et puis la question du soir à 18h12, c'est parti pour Parcoursup. Dès aujourd'hui, les lycéens peuvent déposer leur candidature. 10 vœux maximum à formuler avant le 12 mars et un dossier à finaliser d'ici le 1er avril. Et à cette question, faut-il supprimer Parcoursup? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors évidemment, il faut le supprimer. Et je vais même plus loin, il faudrait supprimer le numerus clausus dans certaines filières et en mettre un drastique dans d'autres. Il faut le supprimer, Philippe Bilger? Non. Bah non. Oh, comme ça, dis donc, j'espère que vous allez étayer tout à l'heure. Bérangère Dubu? Il faut le supprimer tout de suite, tout cramer, l'interdire, c'est une horreur. Tout cramer? Si, moi je l'ai vécu, Parcoursup, c'est un truc à devenir fou. Domenico. Je vais dire oui aussi. Voilà. Eh bien, vous voulez réagir, le 0826 300 300, puis à 17h50, le bon Flavio, notre chasseur d'arnaque. D'ailleurs, si vous voulez proposer des petites annonces, en tout cas, vous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, do you speak English? Oui, allô? Oui, bonjour, j'appelle pour les cours d'anglais. Toujours disponible? Oui, bonjour. Mais c'est vous le prof d'anglais? C'est vous qui allez m'apprendre l'anglais? Exactly. Not problem. What do you want? I speak English.
Allez, c'est pas gagné, hein, j'ai envie de dire. Je me dis que Philippe Bilger est super bon en anglais. Difficile de faire pire que moi. Eh ben si. Non, écoutez, regardez, écoutez. Best, worst, ever seen before. Vous voyez, vous aussi, vous pourriez Merci, donner des cours. Maxime. C'est parfait. C'est un hommage fréquent que vous me rendez. Je ne m'arrêterai pas là. Non, mais comme quoi, vous avez toutes vos chances sur le bon coin. Oui, Allez, tout de suite, absolument. le grand débat du jour. My fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. The United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question, menace de Trump, faut-il boycotter les produits américains? Vous le dites pour l'instant? Non, à 57%, vous voulez réagir. Vous ne boycottez pas le 0826 300 300. Et direction Razimec avec Paul qui est avec nous. Bonsoir Paul, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et bonsoir à vos trois chroniqueurs et à tous les auditeurs. Bonsoir. Et Paul, à votre avis, quel est votre avis sur le boycott des produits américains? Pour moi, c'est pas faisable. Quels sont les produits américains qui sont sur les rayons? Là, moi, je suis incapable de vous le dire. Alors, il y a des marques qui sont avec des sièges sociaux, certainement aux États-Unis. On a vu quand même que l'embargo sur la Russie, ça a mis l'économie française à genoux. La stratégie de Trump va se retourner contre lui tôt ou tard, parce que augmenter les prix aux consommateurs américains, il y a certains produits qui vont devenir de plus en plus chers. Je pense que les consommateurs américains, ils vont pas tarder à le remercier à Trump à un moment donné. Le problème, c'est la faiblesse de l'Europe. On envoie signer des accords internationaux à von der Leyen, même si les États sont pas d'accord. Von der Leyen va voir Trump pour les droits de douane. Alors, on a eu que 15%. Oulala! On a pris que 15%. Non, mais c'est débile, quoi. À un moment donné, c'est la faiblesse de l'Europe qui crée ces problèmes. Si l'Europe était forte, Trump nous respecterait. Là, aujourd'hui, on est tellement faible qu'on sert de paillasson à tout le monde, quoi. Et c'est le drame. Et c'est 10%, c'est 10% pour l'instant en avertissement. Non, c'est-à-dire en plus des 15% qui ont été mis. Et si jamais vous allez plus loin, c'est 25. Voilà. Et pire, parce que je vous prends un exemple, il y a deux. Excusez-moi, Paul. Il y a deux produits qui ont été surtaxés déjà, l'acier et l'aluminium, à 50%. Donc on est à 50, plus 15, plus 10, voire potentiellement plus 25. C'est-à-dire que là, on ne va pas vendre beaucoup d'acier et d'aluminium européen aux USA. On va demander son avis. Bougez pas, Paul. 0826 300 300, Philippe Bilger. Alors, je ne surestime pas l'effet du boycott, s'il est possible. Hein, je le dis très... Mais on ne peut plus se laisser traîner dans la boue politique par Trump qui, comme l'a très bien dit l'auditeur, profite de la faiblesse européenne pour avancer de plus en plus ostensiblement un pouvoir de mépris et d'humiliation. Certes, il y a des choses positives dans la pratique de Trump. Je ne suis pas un adversaire compulsif, mais il y a des limites tout de même. Il me semble que là, il dépasse les bornes et j'espère que l'Europe va se mobiliser autant qu'elle le peut pour faire cesser le cavalier seul d'un Trump qui nous prend, pardon, je ne veux pas devant Domenico et Bérangère parler grossièrement, qui nous prend pour moins que rien. Allez, vous restez avec nous, on va faire une petite pause, on revient dans un instant, comme ça on aura l'avis de nos autres vraies voix, Domenico qui est avec nous et Bérangère Dubu, et vous au 0826 300 300. On fait une petite pause, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et commencer cette émission tous les lundis avec Philippe Bilger, c'est un plaisir. Et pour moi aussi, ma chère Cécile. Avec Domenico Cotrone, c'est un plaisir aussi. Le plaisir est partagé. Comme Domenico, si vous voulez être autour de la table et débattre avec les vraies voix et en devenir une, comme Domenico, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous envoyer un petit mail. Il n'y a rien à manger, par contre, sur la table. Non. En revanche, Bérangère Dubu, est-ce qu'elle est contente? Je suis toujours contente. Et oui, Cécile, vous êtes lumineuse. David disait solaire, je dis lumineuse. Moi aussi, je suis sympa. Vous repasserez pour les droits d'auteur. Dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des
les intermédiaires de crédit. Et vous, 0826 300 300. Et Paul était avec nous. Et on revenait justement sur cette information avec cette escalade ce samedi, puisque Donald Trump prévoit donc cette taxe de 10% sur les produits pour 8 pays européens à partir du 1er février en réponse à leur refus d'un contrôle américain du Groenland. Et pour le moment, vous êtes toujours une minorité, 57%, à ne pas vouloir boycotter les produits made in USA. Bergère Dubu. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on doit boycotter, mais est-ce qu'on peut? Est-ce que les Français vont renoncer à leur iPhone, leur AirPod, leurs chaussures New Balance, leur whisky? Je crois que c'est peu probable. Et surtout, j'écoutais Emmanuel Macron qui disait on doit se faire respecter. Mais je lui rappelle quand même qu'il va encore faire passer un budget au 49.3, qui se fait même pas respecter en France, qu'on se fait pas respecter par des pays comme l'Algérie, qui pèsent que dalle pour reprendre leurs OQTF ou autres. Donc se faire respecter par les États-Unis, ça me paraît bien présomptueux. On dirait, tu sais, le petit à lunettes en 6e qui dit au terminal attends, fais gaffe, je vais m'énerver. Donc il y a quelque chose. Sur ceux qui avaient des lunettes oui, il est petit. S'il vous plaît. Mais vous n'étiez pas petit, cher Philippe. Donc non, je crois qu'Emmanuel Macron gonfle les biceps, mais c'est ridicule, c'est perdu d'avance et je pense pas que l'escalade soit intelligente. C'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs pays quand même. Domenico. Moi, je pense pas qu'on puisse faire un boycott. Tout simplement, déjà par rapport aux produits que Bérangère a cités, mais plus simplement, le système bancaire aujourd'hui fonctionne avec Microsoft. Oui. Demain, on fait un boycott américain. Demain, les Américains, on va dire en retour, nous coupe Microsoft, on fait comment? Ah bah, nous coupe Visa, Mastercard. Il y a plein de choses qui vont nous couper. Je vais même aller plus loin. Si demain on boycotte les produits comme Coca, Nike, etc., c'est des filières entières françaises et européennes qui vont être mises à mal. Parce qu'il y a énormément de gens qui bossent pour ces filières-là. C'est vrai. Donc demain, on fait quoi? On va se retrouver encore avec plus de millions de chômeurs. Et l'avantage qu'il y a avec Trump, c'est qu'il est tout seul à décider. C'est-à-dire que lui, pour prendre un décret, c'est sa signature. Nous, Européens, faut qu'on soit à 15 à être d'accord, qu'on 27. représente... et encore, maintenant, pour avoir une majorité, c'est 15 avec 65% de la population européenne. C'est aberrant. On peut pas. Techniquement, c'est impossible. Non mais, Philippe David, pardon. moi, je crois que, comme dirait notre ami Perico Légas, que vous trouvez tous les jours de 12h à 14h sur Sud Radio, consommer, c'est voter. Donc moi je crois que, alors comme le disait Domenico, c'est vrai que si demain les Américains nous coupent Microsoft tous les moyens de paiement, on est très mal. Mais il faut quand même reconnaître une chose qu'on peut faire également. Nous, on n'est pas obligé d'acheter des produits américains. Je vais vous prendre un exemple. Des produits américains, il y en a dans les rayons du supermarché. Vous voulez acheter un vin de Californie? Eh bien, achetez un vin du Languedoc ou un vin de Bourgogne. Vous voulez acheter d'autres produits américains? Il y en a de la pâte à tartiner made in USA, plus le beurre de cacahuète, etc. Il y en a qui achètent ça, il y en a dans les rayons. Eh bien, vous achetez une made in France ou vous achetez carrément autre chose. Consommer, c'est voter. Donc, c'est chacun à nous de riposter. Parce que tendre la joue gauche... Oui, mais Philippe, c'est assez limité quand même. On est tenu sur tellement de sujets par les Américains que c'est un peu compliqué. Ah mais la faute à qui? La faute à nous, parce qu'on a m'engueulez pas, je dis pas, je suis pas. S'engueule pas, parce qu'on a abandonné notre souveraineté dans plein d'endroits et qu'il fallait y aller. Mais malheureusement, on a tous le moyen de riposter un peu quelque part. Parce que moi, j'en ai marre. Alors que ce soit avec l'Algérie pour les OQTF et maintenant avec les USA pour le commerce international, qu'on tende la joue gauche après avoir tendu la joue droite. Je citais la Bible tout à l'heure. Ça, c'est la chose de jamais faire. Quand on ne frappe la joue droite, ne tend jamais la joue gauche. Parce que c'est vrai, Philippe Bilger, à part des normes, mettre en place des normes, l'Europe nous sert à quoi aujourd'hui? Mais Cécile, votre question était pertinente, mais vous auriez pu en réalité la réduire. Vous auriez demandé faut-il résister à l'impérialisme sous toutes ses formes de Donald Trump? On aurait eu massivement, je crois, un vote positif. Lorsqu'on parle du boycott des produits, c'est autre chose et je peux comprendre, Domenico, votre point de vue très technique. Mais résister, je pense que tout le monde serait d'accord. Alors résister à l'impérialisme américain, Brejnev sort de ce corps. Par tous les noms, mais on peut utiliser 1000 moyens. On est tout de même pas un nain politique, ni économique. On peut boycotter les films américains, Dieu sait s'il y en a. Non, pas les films de Noël.
m'embête. Pas les films de Noël. Je crois que le problème, c'est pas Trump, c'est nous, c'est notre propre faiblesse en fait. C'est notre incapacité à avoir des outils informatiques, Microsoft ou qui soient français, l'incapacité à avoir de l'IA qui soit française. On avait voulu faire notre propre GPS Galileo qui n'a jamais fonctionné. Donc c'est notre propre faiblesse. Le problème, c'est pas Trump, c'est nous ce qu'on fait. On est en train de perdre dans beaucoup de domaines techniques et économiques parce qu'on se met des normes. Et là, on en revient à mon fameux Afuera, où il faut péter les normes. En fait, on met des normes qui font qu'on ne produit pas de voitures, on ne produit plus d'avions, on ne produit plus d'usines, on ne fait plus rien. Et donc, forcément, on est de plus en plus dépendant. Sanofi, aujourd'hui, est américain, quand même, à grande partie. Ça veut dire que boycotter, on boycotte les médicaments. On est totalement tenu, mais parce qu'on est faible. Donc le problème, c'est pas Trump. Trump serait ce qu'il est, et nous serions ce que nous sommes. On n'aurait aucun problème. Donc il faut qu'on se réforme nous et qu'on arrête de regarder les États-Unis. Philippe. Oui, mais je veux dire, il y a un décalage entre la force de Trump et notre faiblesse. Le temps qu'on devienne fort, en attendant, il faut tenter de résister autant qu'on peut. Moi, je pense que plutôt que de boycotter, on devrait négocier avec Donald Trump. On devrait rentrer en mode discussion. Mais nous, Français, pas Européens, nous, Français. C'est ça aussi la souveraineté. On dit que Donald Trump assoit sa souveraineté. Ils sont pas très copains en ce moment. Mais en même temps, qui est copain avec Emmanuel Macron? On s'est fait avec, on va dire, toute la gentillesse d'Emmanuel Macron, ennemi de la Russie, des États-Unis, de l'Afrique, de la Chine. Et à un moment donné, il n'y a plus personne qui est pote avec Emmanuel Macron. Russie, Domenico, on est franchement. Depuis qu'on a Emmanuel Macron à la tête de notre gouvernement, on n'a plus de potes, en fait. Oui, en fait, il n'a pas compris. On s'est dit il faut qu'on soit amis. Il a compris ennemi. Donc mais Domenico, ça n'est tout de même pas Emmanuel Macron qui a envahi l'Ukraine. Non, absolument. Vous êtes d'accord? On aurait pu négocier, on aurait pu discuter. Avec Poutine, vous croyez que je pense qu'en fait, aujourd'hui, on peut rentrer dans un mode de négociation avec l'intégralité des pays du monde. Il suffit simplement de montrer que la France, elle est quand même assez forte pour pouvoir discuter avec les plus grands. Alors là, mercredi prochain, Donald Trump va inviter tous les grands patrons internationaux à Davos. Alors peut-être qu'il y aura une négociation possible. Alors, c'est sûr que ce qu'il y a d'amusant, c'est que souvent les patrons des multinationales sont aujourd'hui plus puissants que les chefs d'État et que nombre de chefs d'État. Mais pour revenir à ce qu'a dit Domenico, le problème, Macron, il peut y aller, mais il n'a pas le pouvoir. C'était mon édito de ce matin dans le Grand Matin. C'est qu'aujourd'hui, le commerce international est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc dans ce domaine, on n'a plus rien à dire. On a donné notre souveraineté. Je veux dire, quand vous donnez les clés de votre voiture, faut pas s'étonner que celui à qui vous donnez les clés parte avec. Et puis après tout, si vous donnez les clés de chez vous, il peut aussi partir avec votre femme pendant qu'on y est. J'en profite pour dire que votre édito est en podcast. Absolument. C'est important de le dire. Merci. Enfin, on ne sait jamais. Parce qu'il était si excellent. vous l'avez raté, parce qu'il était très bon. Il était mieux que ceux d'habitude. Et demain sera mieux que celui d'hier. Merci, voilà, non, mais à chaque fois, on monte d'un cran. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, voilà. Ce débat, malheureusement, on ne trouvera pas de solution. Mais c'était intéressant quand même de voir toujours les points de vue. Vous restez avec nous dans un instant. Dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit seul contre tous. Oui, exactement. Pourquoi vous le dites pas? Je vous le dis. Mais quand? Là? Voilà, c'est ça. Il fallait le dire, c'est tout. Seul contre tous, Philippe David. Il faut supprimer la prescription pour les crimes de sang. C'est suite à l'affaire Bonfanti. C'est la Cour de cassation qui s'est prononcée là-dessus vendredi soir. Et je me retourne vers Philippe Bilger. Ah non. Attends. Domenico Cotron. Alors moi je suis pour l'annexion du Groenland par Donald Trump et je vais vous dire pourquoi. Ah mais d'accord, ok. Ça va mal finir cette émission. Allez, soyez les bienvenus, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est l'occasion avec Philippe David de vous remercier en tout cas pour votre fidélité à Sud Radio. Oui, merci de votre fidélité. Voilà, je viens de le dire. Merci, je dirais de plus. Merci de votre fidélité. C'est Dupont et Dupont. Merci de me remercier. Je l'adore, Philippe David. Je sais pas pourquoi, je l'adore aussi. Mais c'est fou. Philippe Bilger, qu'on adore aussi, est avec nous. Domenico Cotron, auditeur Sud Radio, comme Domenico, si vous voulez faire partie de la bande, comme on dit. Et moi, on m'adore pas. Moi. Mais si on vous adore, sinon vous ne seriez pas là, mon petit chat. Voilà. Miaou. Bérangère Dubu est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Et je ne comprends même pas ce que je dis. Intermédiaire de crédit. C'est les courtiers en crédit. Je dirige le syndicat national des courtiers en crédit que j'ai créé en 2019. Et pourquoi les intermédiaires? Parce que le terme officiel, c'est qu'en France, tout est réglementé, c'est les normes. Donc on n'a pas le droit d'être courtier. On est un IOBSP, un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, contrôlé par la Banque de France. Appelez-moi la personne qui a trouvé ce nom. IOBSP.
Mais c'est un but imbitable, non? Mais vous savez que rien n'est simple dans notre pays, Cécile. Si je vous disais tout ce qu'il faut faire pour être courtier, ça serait encore pire. On fera une émission spéciale. On en parlera un jour. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous êtes seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David, faut-il supprimer la prescription pour les crimes de sang et relatif à une affaire récente, dramatique, qui a été jugée par la Cour de cassation vendredi soir. Alors c'est pour le meurtre ou l'assassinat de Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, dont on a retrouvé le corps il y a peu. Et on a retrouvé le criminel qui a reconnu les faits, qui avait été soupçonné à l'époque. Il est coupable, il a reconnu les faits, il y a des preuves, etc. Mais il ne sera pas jugé, il va même être remis en liberté. Parce que la Cour de cassation a considéré que 36, on a retrouvé des éléments 36 ans après la disparition, ça fait 40 ans qu'elle est décédée, et que, la prescription est dépassée. Alors moi, j'ai vraiment un gros problème. Parce que comment peut-on laisser en liberté quelqu'un qui a tué, dont on sait qu'il a tué, et un crime particulièrement horrible, parce que c'était une jeune femme de 25 ans qui était en plus une jeune maman. Qui a avoué. Et qui a avoué, oui. Et qui était une jeune maman. Sa famille ne comprend pas. Évidemment, son mari et son enfant ne comprennent pas non plus. Et moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir une prescription. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ça le crime parfait? Arriver à se faire prendre uniquement une fois que la prescription est tombée. Et comme ça, vous ne risquez plus rien. Donc moi, je suis contre la prescription pour tous les crimes de sang. Donc levé total pour vous? Ah, total. Oui. C'est-à-dire 70 ans, 70 ans. Hein. Ouais. Même si la personne a 90 ans quand on l'arrête, tant pis. Vous avez traité, mon cher Philippe, avec beaucoup de délicatesse, sans ironie, un sujet très sensible et qui a fait l'objet d'un débat passionnant à la Cour de cassation, ce qui montre que dans cette juridiction suprême, on ne traite pas que de choses dérisoires et inutiles. Je comprends votre interrogation, et si j'avais été amené à donner un avis, et surtout j'appartenais à la famille de la victime, évidemment j'aurais souhaité que la morale se substituât à l'état de droit dans sa version la plus acceptable du monde. Mais on ne peut pas, dans la mesure où l'argument choc qui a fait que la Cour de cassation a rejeté votre désir, si j'ose dire, c'est le fait que dans l'enquête initiale, il existait déjà tous les éléments qui auraient permis d'incriminer le criminel qui a avoué des années plus tard sa culpabilité. Qui s'appelle Yves Chatin. Absolument, c'est un débat capital entre la morale, en effet, il y a quelque chose qui nous offense avec cette prescription, et l'état de droit. Et si on ne respecte pas l'état de droit, en l'occurrence, on sape des bases plus considérables que celles de l'infinie douleur de cette victime. Alors c'est un sujet qui me perturbe, parce que instinctivement, naturellement, émotionnellement, je suis pour qu'il n'y ait aucune prescription sur aucun crime de sang. Et j'avais lu ce débat il y a quelques années, et qui parlait de pourquoi il y a la prescription. Et quand on dit que le meurtrier a avoué, peut-être qu'il a avoué parce qu'il y avait la prescription. Donc il y a ça aussi, des fois le fait que la prescription permette d'avoir une réponse et que la famille a au moins une réponse. Il y a le problème de la fiabilité de la preuve. 40 ans après, qu'est-ce qu'elle vaut? Et cette espèce de fondement dans le droit où on explique que comme toute peine doit prendre une fin, vous avez 20 ans de prison pour un meurtre, il aurait pris 20 ans, finalement au bout de 40 ans, on considère que même si vous n'avez pas fait cette peine, c'est terminé. Donc c'est un débat qui est complexe. Je suis malgré tout pour le crime sur les enfants, je pense qu'il ne peut pas y en avoir. Et puis je rappelle qu'il y a des moyens de contourner la prescription, alors Philippe Bilger le saura mieux que moi, mais par exemple dans le cadre d'un enlèvement, tant qu'on n'a pas retrouvé la personne, on considère qu'elle est vivante, et donc ça ne s'arrête jamais. Oui. Donc il y a des juges qui vont choisir de faire des enquêtes pour enlèvement et séquestration, même s'ils savent que la personne est morte. S'il y a de nouveaux éléments, ça ne s'arrête pas. Le petit Grégory, c'est ce qu'ils font. Donc c'est la seule chose qui serait injuste, c'est que ceux qui ont de bons avocats vont être capables de faire vivre en fait le dossier jusqu'à la fin. Et il y a peut-être à ce niveau-là une dissension entre des familles qui ont moins accès au droit, mais l'essence même du droit est qu'un jour il faut, je crois, clôturer une affaire. Domenico. Moi, je vais défendre Philippe, qui est seul contre tous, parce que je partage 100% son avis, en fait. Je suis aussi pour la levée de la prescription. J'arriverai pas à comprendre, moi, que un gars comme ça peut pas être condamné, alors que dans le même temps, on a des condamnations. Je vais prendre l'exemple de Cédric Jubilard, qui est condamné,
mais il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Je veux dire, il y a rien qui est factuel pour le condamner, mais lui est condamné. Cette personne-là a avoué, certes 36 ans après, mais il va échapper en fait. Et je comprends pas. Et je vais rejoindre Bérangère sur le fait que, pour moi, tout ce qui touche aux enfants, il ne doit pas y avoir de prescription. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est radical, en fait. On ne peut pas faire du mal à un enfant et dire, voilà, 30 ans après, c'est fini, il n'y a plus rien. Ouais. Ça me parle. Alors, on a le temps encore. Vous avez 20 secondes. 20 secondes. D'abord, le seul contre tous, il est très ambigu, puisque c'est plutôt, si j'ose dire, Bérangère et moi qui sommes seuls, parce que le point de vue de Philippe David est très largement partagé, j'en ai beaucoup parlé. Et deuxième élément, Domenico, c'est très dangereux. Ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est comme pour la peine de mort, on est contre, mais on la garde pour telle ou telle catégorie criminelle. Je trouve qu'on ne peut pas disséquer la criminalité en tranches. Domenico, vous dites, pour moi, Trump a raison de vouloir annexer le Groenland. Absolument, et cette fois-ci, je pense bien que sûr le vouloir contre tous, il va être effectif, je pense. Oui, je pense, parce que je vais me placer côté américain. C'est, comme j'ai déjà dit, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Pour moi, j'ai vécu l'élection de Donald Trump. J'étais là-bas quand il a été élu, et il a été élu sur un programme très clair, c'est America First. Voilà, c'est uniquement l'Amérique d'abord. Aujourd'hui, au Groenland, alors, il y a les stratégies militaires, etc. Mais pour moi, tout ça reste un prétexte. On sait tous que il y va pour les terres rares, pour l'or potentiel qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, ce qu'il regarde, c'est uniquement l'intérêt des États-Unis, l'intérêt économique des États-Unis. On sait tous que les terres rares vont servir pour les stratégies de défense, pour les voitures électriques, etc. Aujourd'hui, le plus gros du marché, c'est la Chine qui l'a. Économiquement parlant, au niveau des États-Unis, s'il prend le Groenland, il va pouvoir concurrencer la Chine à ce niveau-là. Et c'est là où, justement, pour moi, il a raison. Il a raison d'un point de vue américain. Et après, on parlait tout à l'heure de souveraineté. En face, il a l'Europe qui ne peut pas se mettre d'accord à 27 pour le contrer. Mais Domenico, votre point de vue est très étrange tout de même. Parce que j'entends bien que c'est l'intérêt des États-Unis qu'il met en avant, mais ça ne s'arrête pas là, la vie internationale. Le Danemark, le Groenland ne sont pas le Venezuela où il a dû intervenir parce qu'il y avait un dictateur. Au fond, j'ai l'impression que dans votre argumentation tout à fait audible, vous évacuez la morale internationale. Alors ça voudrait dire qu'à chaque fois que Trump viole des règles fondamentales pour satisfaire les intérêts des États-Unis, il faudrait les applaudir ? Non, pas forcément quand il viole les règles internationales. Il a fait une proposition justement de négociation, par exemple, de payer, d'acheter le Groenland. J'ai vu plein de gens s'offusquer. Philippe Bilger, vous êtes un homme de grande culture. Il me semble que la France a fait exactement la même chose avec Mayotte. On a acheté Mayotte. Ah non, Mayotte a voté son indépendance, sa non-indépendance pour être acheté à la France. Non, Mayotte c'était, je crois, alors j'ai oublié l'histoire, un souverain des îles dans le coin qui avait dit... Vous avez oublié un truc, vous ? Oui, mais c'est assez ancien. Non, mais il est humain. Ouais. Non, mais je voudrais revenir sur ce que disait Philippe Bilger. Je me félicite parce que je viens d'assister à la conversion de Philippe Bilger en direct. Comme depuis des années, je disais que quand les USA avaient attaqué l'Irak sous le prétexte mensonger des armes de destruction massive, et que je disais que ça ne valait pas mieux que l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Philippe Bilger montait sur ses grands chevaux en disant que j'étais un anti-américain primaire. Mais absolument pas. Alors, je suis pas du tout d'accord avec Domenico, parce que moi je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les habitants, les Groenlandais ne veulent pas devenir américains, a priori à 85%. Mais surtout, mais par contre, il a raison. Trump ne raisonne que dans un sens. Bien sûr. C'est les intérêts des États-Unis. Et s'il faut y aller à coup d'escadrilles de B-52 et de B-2, il fera respecter le droit des Américains. Mais les Américains ont toujours fonctionné comme ça, partout dans le monde. Mais vous avez raison, sauf en ce qui concerne la critique que vous avez faite à mon égard. Je me disais aussi. Non, mais que Trump veuille aujourd'hui le Groenland, c'est comme si nous, les Français, on voulait Monaco. En réalité, pourquoi pas ? Monaco, c'est la même population de 35 000 personnes. Ils sont très riches, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé. Donc, c'est comme si la France disait, nous, demain, Monaco, finalement, c'est près de l'Italie. Ça a une façade maritime, on en a besoin. C'est totalement absurde. Alors après, proposer à un pays d'être rattaché, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là, ils ont dit non. Nations Unies, on passe à autre chose. Si chaque pays considère, on peut aussi récupérer Gibraltar. On a 30% de notre commerce qui passe à Gibraltar. On peut récupérer plein de trucs. À la Guyane, après, il y a le Brésil, quand ça
ça continue, il y a des terres rares. Enfin, en fait, c'est un monopoly géant. On est en 2026, voilà, on est en 2026. Alors Trump fait toujours des choses assez outrancières parce qu'il veut quelque chose derrière. Donc je me dis, quand il lance ça, quelle est vraiment sa vraie volonté? Quel est le second plan derrière? On le verra dans pas longtemps, je pense. Affaiblir la Chine, peut-être. Il fait, quand il regardait les droits de douane, il avait dit 30%, puis il a renégocié à 15%. On était contents, mais on s'est pris 15%. On était contents. Donc là, il dit, je vais annexer le Groenland. Derrière, on va faire des concessions ridicules. On sera content, on croira qu'on a gagné, et Trump aura avancé. C'est vraiment de la technique de commercial. Ah oui, non, mais le pire, c'est quand même quand on voit les Allemands qui envoient 15 soldats avec les Français, et quand Trump menace de droits de douane, ils retirent leurs 15 soldats immédiatement. Je me dis quel dommage que les Allemands n'aient pas été aussi pleutres en 1870, 1914 et 1939. Ça nous aurait évité quelques millions de morts. Oui, mais Philippe, tout à l'heure, vous avez parlé des États-Unis quand ils ont attaqué l'Irak. Faut pas oublier, c'est qu'ils ont eu le soutien du Danemark. Et aujourd'hui, ils ont le soutien de tous leurs larbins habituels. Appelons un chat un chat. Oui, bien sûr, la France qui s'est honorée avec l'Allemagne pour une fois, et la Russie, faut-il le reconnaître. Et aujourd'hui, et on va rappeler, comme on disait tout à l'heure pendant la pub, que le Danemark a ouvert ses portes à l'espionnage américain des Européens. Et aujourd'hui, nous, on va prendre le risque et on va se prendre des droits de douane pour aller les défendre. Alors là, je suis bien d'accord, c'est que le Danemark qui abrite sur son sol des outils américains pour espionner les entreprises européennes et qui demande l'aide des Européens après avoir acheté des F-35, je trouve que ça ne manque quand même pas de sel. Ah bah écoutez, mettez du poivre. Allez. C'est la seule chute que j'ai trouvée. Ah bah non, mais elle est très bonne. Non, mais elle est très bonne, bien sûr. Ça, vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Je vais pas jouer le Malabar sur le poivre. Bah non. Non, le poivre de Malabar, c'est un des meilleurs poivres du monde. Ah bon, d'accord. Ah ben, c'est excellent, le poivre de Malabar. D'accord, je pensais au chewing-gum, vous savez. Non, comme le poivre de compote, c'est excellent. Le poivre du Sichuan. Voilà, on en apprend des choses. Là, on est parti sur un sujet, je ne comprends pas le... Mais bon. Je vous offrirai les trois. Oui, d'accord, avec plaisir. Allez, dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur ces précipitations qui se poursuivent aujourd'hui dans le sud de la France avec Christine Bouillot, qui est notre reporter adorée chez Sud Radio. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec une équipe formidable aujourd'hui. Je dis ça tous les jours, mais c'est vrai qu'on les aime, nos vraies voix. Mais oui, c'est vrai. Je l'avoue. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Et il est heureux, Philippe. Ah, très. Ah ouais, je sais. Ça, c'est grâce à Philippe David, ça. Hein, Philippe David? Ah oui, quand il me regarde, je le fais rire. Mais absolument. Absolument, c'est fou. Hein. Mais parfois, je vous prends au sérieux parce que vous avez des argumentations pertinentes. Mais c'est pas souvent. Mais votre bouille est quelque chose qui me met en joie. C'est ça. Domenico Cotron est avec nous, auditeur Sud Radio, en reconversion pour devenir journaliste. Tiens. Exactement. D'accord. Journaliste quoi? Indépendant et plutôt branché actualité politique. Oh, très bien, ok. Ouais. Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Mais on fera une petite truc sur les intermédiaires du crédit. Vous nous expliquerez hors antenne, parce que là, vous m'avez perdu. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et les précipitations se poursuivent donc ce lundi dans le sud de la France. 5 départements sont concernés par une vigilance orange pluie. Inondations et risques de crues. Des quartiers de Narbonne ont été évacués et les établissements scolaires ont été fermés dans l'Aude. Christine Bouillot, vous êtes avec nous. Bonsoir, chère Christine. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Vous étiez sur place à Coursan dans l'Aude. Est-ce que ça déborde toujours aujourd'hui ? Oui, ça déborde toujours puisque le pic de crue est atteint à l'heure où on se parle, Cécile, pour la rivière Aude à ce niveau-là, donc de Coursan, étant donné que on se trouve quasiment à une dizaine de kilomètres de l'estuaire de l'Aude qui se jette dans la Méditerranée. Et cet événement méditerranéen, il est toujours le même. C'est beaucoup de pluie en amont et un vent fort et méditerranéen donc qui ramène la mer et qui empêche donc l'eau de s'écouler, ce qui fait inévitablement monter le niveau des rivières. Alors depuis cette nuit, la plupart des communes ont activé leur plan local de sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des cellules de crise et que chaque commune, avec l'aide évidemment des services de l'État et des communes de tout autour, surveille la montée des eaux
de chacune des rivières qui s'écoulent et qui viennent grossir la rivière Aude. Donc voilà, les inondations ont lieu, mais pour l'instant, je dirais, la situation est sous contrôle, sous surveillance. Les personnes qui ont été évacuées hier soir dans le 2 quartiers de Narbonne ont pu regagner leur maison en début d'après-midi. Alors, avec toujours une personne qui se trouve visiblement en urgence absolue à la suite d'un accident, je crois. Alors c'est ça le danger, Cécile, vous avez raison de le souligner, c'est qu'il y a un nombre considérable de routes qui sont coupées, il y a bien des barrières qui sont indiquées, routes coupées, risque d'inondation, et pourtant on peut voir des gens qui tentent de franchir et qui se retrouvent dans une situation où ça va très vite. Vous avez l'impression que vous avez la possibilité de passer avec votre véhicule, et puis en réalité la voiture se retrouve avec un mètre d'eau, ou en tous les cas peut être emportée si la rivière déborde. Je dirais quand même que la situation, le département de l'Aude, à force d'enchaîner les catastrophes naturelles, les incendies bien sûr, mais les inondations, on les a suivies déjà sur Sud Radio, oui, c'était en 2018 ou en 99. Le département de l'Aude a fait d'énormes travaux d'infrastructures et puis surtout d'alerte des populations. Un petit exemple, moi, quand je suis arrivée dans l'Aude ce matin, dans ma voiture, j'ai eu une alerte sonore qui s'est déclenchée et j'ai dû ouvrir cette alerte et on m'expliquait qu'il y avait un risque important de crue, qu'il fallait être vigilant lorsque je me déplaçais. Quelles sont les zones, on se souvient vous l'avez rappelé Christine, des inondations de Trèbes en 2018, quelles sont les zones les plus touchées? Plutôt les zones littorales proches de Narbonne ou plutôt les zones plus à l'intérieur des terres comme vous êtes à Coursan, Lézignan, Carcassonne, Trèbes, etc.? Oui, c'est effectivement les zones proches de la Méditerranée. Il y a des villages qui sont, pour l'instant, ce soir, je pense à Cuxac-d'Aude, à Salelles-d'Aude, qui sont coupés du monde, puisque les routes sont inaccessibles. Bon, la décrue, quand elle s'amorcera, leur permettra de retrouver. C'est donc tout l'ouest aussi, entre tout l'est du Carcassonnais, qu'on connaît bien, la zone du côté de ces rivières de l'Aude, de l'Orbieu, de tous ces affluents aussi qui vont se déverser après dans l'Aude et après dans la Méditerranée, et tout l'ouest du Narbonnais, le Grand Narbonnais. La seule lueur d'espoir, c'est que effectivement les pluies vont cesser devraient cesser dans la nuit. Du côté de Narbonne, en revanche, le maire nous disait tout à l'heure qu'il maintiendrait la fermeture des écoles demain dans sa commune. Il y a trop de dégâts, trop de vérifications à faire, et c'est plus sage de laisser les enfants encore une journée à la maison. Il y a des accueils qui sont possibles, mais c'est plus sage que de demander aux parents de se déplacer, aux enseignants d'arriver dans les écoles. Donc le département plie mais ne rompt pas, je dirais. Oui, Bérangère Dubu. C'est tout à fait, je vous remercie. Maman habite Narbonne et ce soir elle devait garder mes enfants puisque je suis à Paris, elle ne pourra pas venir. Donc effectivement la population est chez elle. C'est notamment dans nos villages qui sont construits autour du fleuve central, l'Aude, qui est une rivière. Donc c'est ces rivières qui débordent. C'est absolument ça. C'est pour ça, c'est la forme des villages tous ces villages qui sont... que je connais bien, Cuxac, Coursan, etc. J'ai habité à côté, donc c'est ces formes de villages. Et après, à Béziers, il y a l'Orbe au milieu. Nous, à Montpellier, là, on a également les rives du Lez qui débordent. Il y a des pluies historiques, et ce qui est dommage, c'est qu'on ne soit pas capable de stocker cette eau. Nous sommes dans une région où on est en sécheresse tout l'été. Moi, j'ai une maison dans l'arrière-pays où on n'a pas d'eau tout le temps. Et là, on a les puits qui débordent, on a les sources qui débordent, on ne la stocke pas. Et je crois qu'il y a un énorme travail à faire pour arriver, nous, dans le Sud, à réguler. C'est la seconde année où on a des pluies historiques. Et quand je vois cette eau qui part comme ça, qui repart directement à la mer, il y a des infrastructures à mettre en place, il y a peut-être des méga-bassines, ça va faire hurler. Au moins réguler sur la nuit. Et déjà, nous, en tant que particuliers, aujourd'hui, tout le monde doit avoir des récupérateurs, etc. Alors, ces projets-là sont à l'étude actuellement. La doctrine a un tout petit peu changé, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Rappelons aussi que ça remplit quand même les nappes phréatiques. Moi, je pense au département des Pyrénées, qui n'avait pas d'eau du tout depuis des années et qui 2 hivers de suite voit ces nappes phréatiques se remplir, et donc la situation de sécheresse qu'on a pu connaître, c'est quand même apaisé. C'est une eau abondante, massive. Vu les volumes, ces réserves d'eau seraient très très vite remplies. Ça ne réglerait pas le problème des inondations de toute façon. Merci beaucoup Christine Bouillot, c'est toujours très clair. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct. Et puis, le bon Flavio, chasseur d'arnaque, est avec nous. Flavio, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Very well, and you? It's very nice. Ouais, you speak English? Little, ouais. Voilà, c'est little, d'accord. Visiblement, vous n'êtes pas le seul.
C'est ça, en fait, je recherchais tout simplement un prof d'anglais sur Le Bon Coin. Oui. Et puis dans un premier temps, une annonce normale, quoi, quelqu'un qui propose de servir, donc à savoir apprendre l'anglais. Et là, on est tombé sur une pépite, encore une fois. Hein, c'est ça, un prof un peu particulier, on dirait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais il a visiblement du talent. Allez, on l'écoute. Oui, allô? Oui, bonjour, j'appelle pour les cours d'anglais. Toujours disponible? Oui, bonjour. Comment ça se passe pour apprendre l'anglais, là? Et l'heure d'anglais facture à 50 €. Combien d'heures souhaitez-vous? L'heure d'anglais facture à 50 €? Oui. Mais je vais vous prendre 2 heures alors pour commencer, donc 100 €, et ensuite voir plus si ça me plaît, quoi, si j'apprends bien. Ok, c'est très bien. Je vais vous envoyer notre RIB bancaire pour faire le virement. Oui, mais c'est vous le prof d'anglais? C'est vous qui allez m'apprendre l'anglais? Exactement. Oui, c'est possible d'avoir un petit test ou autre, quelques mots en anglais pour savoir comment... Yes, exactly. No problem. What do you want? I speak English. Ok, c'est nickel. J'attends le RIB, et puis ça sera, je pense, un peu marrant. Voilà, comme ça, moi, je vais apprendre l'anglais. On fera un cours un peu plus long. Donc j'attends votre RIB et je fais le virement. Hein. Ok, it's very nice. It's very nice. Ben voilà, c'est parfait. J'attends le RIB, on se rappelle. Bonne journée. Ok. Bonne journée. Et au revoir. Il est convaincant, Flavio. Hein. Il est pas mal, ce prof, ouais. Vous pouvez nous les envoyer parce que nous, on a Philippe Bilger. Oui. Vous avez écouté... But try again. But try Mais again. il est peut-être bon, d'ailleurs. J'ai quelques doutes. Oui, j'ai des doutes. Ouais, Par rapport à vous, voilà, oui, peut-être. Non, mais je veux dire, là, il utilise un anglais usuel, mais il est peut-être excellent par ailleurs. Ma chère Cécile, vous avez l'air d'en douter. Vous feriez un mauvais policier, Philippe, parce que là, au niveau du flair, on ne dit pas. Mais vous qui avez vécu aux USA, vous avez trouvé... Je pense que... Ouais, j'ai un doute quand même. Bon, Flavio, faites-vous rembourser, Flavio. En attendant, vous pouvez regarder ces vidéos magiques de Le Bon Flavio sur Instagram. C'est toujours un grand plaisir. Et on vous retrouve demain pour une nouvelle leçon. Exactement. Voilà. Si vous trouvez le même pour les cours d'espagnol, si, senior. Et bien entendu, vous le retrouvez en podcast. Merci beaucoup, Flavio. On vous embrasse. À demain. J'adore ce garçon. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de fil de Philippe David. De quoi parle-t-on? Je me demande si un de ces quatre, on va pas nous accuser d'avoir colonisé la Mongolie ou le Guatemala où nous ne sommes jamais allés. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h si vous voulez partager votre avis avec nos vraies voix du jour. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec 3 vraies voix complètement différentes ce soir. Ça ne veut pas dire que les autres fois ils se ressemblent, mais pas du tout. Philippe Bilger est avec nous, Domenico Cotron est avec nous, auditeur Sud Radio et en reconversion pour devenir journaliste politique. Voilà. Et on sera très content de vous accueillir. Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Et j'en profite avec Philippe David de vous dire que vous allez pouvoir remporter un très joli cadeau puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio qui vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française a créé des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France et ça c'est bien. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. Le Vent à la Française est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Pour ça, c'est facile. Vous envoyez dès maintenant un petit SMS. Vous écrivez Sud, S-U-D, vous l'envoyez au 7 20 18 par SMS et vous ferez l'objet peut-être d'un tirage au sort. Vous serez peut-être le ou la grande gagnante et on vous souhaite une bonne chance. Et puis tout de suite, j'allais le dire, le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même d'un grand village lointain puisqu'il s'agit de Damas, capitale de la Syrie. Pourquoi Damas? Parce qu'un tweet de Rima Hassan, eurodéputée LFI, a dépassé
toutes les limites du mensonge historique. Mais que disait ce tweet posté hier après-midi? Il disait en réponse à un tweet du président de la République que, je cite, « La Syrie aurait pu être unie et stable si la France ne l'avait pas colonisée, divisée et fracturée ». Problème, la France n'a jamais colonisé la Syrie. Elle en est devenue mandataire ainsi que du Liban suite au traité de Sèvres qui démantelait l'Empire ottoman. Un traité similaire au traité de Versailles et de Trianon qui démantelait les empires allemands et austro-hongrois après la Première Guerre mondiale avec de nombreuses révisions des frontières. Un mandat de la SDN, la Société des Nations, qui a précédé l'ONU, le mandat français étant, je cite ce que devait être le mandat, de mener la Syrie à l'autodétermination politique, c'est-à-dire à l'indépendance dans les plus brefs délais et de protéger son intégralité territoriale. Bref, rien à voir avec de la colonisation, mais on n'est plus à un mensonge près. Pourtant, la Syrie a bien été colonisée par les Ottomans de 1516 à 1920, c'est-à-dire 404 ans, et par les Arabes dès le 7e siècle, Damas se soumettant à ses conquérants arabes en 635. Deux colonisations qui étaient de vraies colonisations menées avec beaucoup de sang versé par les colonisés de l'époque, mais qui semblent beaucoup moins poser problème à Rima Hassan que 20 ans de mandat français par décision internationale. Un deux poids deux mesures qui vaut aussi pour l'Algérie, Rima Hassan et ses amis n'ayant pas de mots assez durs pour les 132 ans de colonisation française, une vraie colonisation dans ce cas, mais qui ne trouve rien à redire sur la colonisation ottomane qui dura de 1516 à 1830, c'est-à-dire 314 ans, et sur la colonisation arabe qui commença au 7e siècle. Pourquoi ce deux poids deux mesures? La réponse est à mon avis très simple, une haine de la France mêlée à une inculture historique totale. La seule question qui se pose aujourd'hui est en quel crime Rima Hassan va-t-elle encore reprocher à la France? Les paris sont ouverts. À votre avis, Philippe, cette inculture historique est-elle réelle ou elle est inventée pour les besoins de la cause? Ne connaissant pas la personne, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, il y a une inculture historique totale ou alors un mensonge. Enfin, je veux dire, si vous avez un doute historique, ou une envie d'outrance, si vous avez un doute historique, aujourd'hui, si vous n'avez pas l'encyclopédia Universalis et que vous êtes au numérique, il y a plein d'encyclopédies en ligne qui disent des choses très intéressantes. Hein. Ouais. Non mais Rima Hassan, il faut rappeler qu'elle est née dans un camp et la France elle y est pour rien, que comme ses parents se sont fâchés avec tout le monde, elle est arrivée, le seul pays qui l'a recueillie avec ses 5 frères et sœurs, c'est la France, qu'on lui a filé un logement social, que petite, elle a été au conseil municipal des jeunes dans sa ville parce qu'on lui a laissé sa chance, qu'à 18 ans, elle a eu la nationalité, qu'on lui a payé sa punaise de licence et sa punaise de master et qu'on lui a payé toutes ses études avec notre argent. D'accord? Et qu'elle déteste la France. Elle est symptomatique de quelque chose qui ne va pas. Rima Hassan, je suis désolée, devrait faire une psychothérapie parce que son problème est sûrement que les seules personnes qui lui ont donné de l'argent, c'est pas ses parents, c'est pas ses petits copains palestiniens, c'est pas ses potes syriens, c'est pas tous ces gens-là, c'est moi, de droite, bourgeoise, qui en travaillant, j'ai payé sa CAF, ses APL, son HLM et toutes ces conneries. Donc je suis désolée, je suis très en colère. La France n'a pas besoin d'avoir des gens qui la déteste en son sein. Elle était née apatride, je pense qu'elle devrait le redevenir. Allez, dis donc. Complètement d'accord avec Bérangère. Je crois que c'était le coup de gueule de Philippe David. En fait, c'est le vôtre. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu piqué votre coup de gueule. Ça pose aucun problème. Allez. Non. Moi, je partage totalement l'avis de Bérangère. C'est surtout qu'en plus, moi, ce qui me choque, c'est que malgré toutes ces études qu'elle a fait payer avec l'impôt des Français, c'est quand même une élue française. Et c'est ça qui me choque le plus. Ouais. C'est de voir qu'elle crache ouvertement sur le pays qui lui donne tout. À un moment donné, le truc, il est très simple. Le pays, il y a une phrase qui disait « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Aujourd'hui, si elle ne l'aime pas, il y a plein de pays où elle peut aller. C'est pas compliqué. Et il y a plein de pays où, je pense, il serait content de la recevoir. Philippe Bilger, non? Moi, j'ai du mal avec les... Je trouve que ce que vous avez dit, Bérangère et Domenico, très juste. J'ai tout de même du mal avec les dénonciations comme ça globales. Je ne l'aime pas du tout. Mais je dois avoir dans mon être, malgré des apparences, un zeste de bienveillance. Excusez-moi, c'est un mensonge historique total. Je l'ai démontré et plein de gens l'ont démontré. Là-dessus, c'est clair. Et qui met en danger la France, parce que c'est pour ça qu'on a des attentats derrière. C'est pour ça qu'on a des militaires qui se font tuer. C'est parce qu'il y a des gens qui attisent la haine pour dire ce qui se passe en Syrie, c'est la faute de la France. Ce qui se passe là-bas, c'est la faute de la France. Et nos militaires, nos policiers, tous ces gens-là se font tuer.
nos concitoyens en Syrie, par exemple expatriés, se font tuer parce que des gens attisent la haine. On la paye tous les mois pour aller au Parlement européen parler de la France. Elle ne parle pas de la France et elle met en danger la France et les Français. C'est scandaleux. C'est sûr que l'argument qui consiste pour une députée européenne de cracher sur le pays qui lui a permis de l'être. Oui, c'est compliqué. En tout cas, vous pouvez retrouver ce coup de gueule en podcast, bien entendu. Et si vous n'aimez pas Rima Hassan, vous n'aimerez peut-être pas visiblement Parcoursup. C'est un peu différent. La liaison n'était pas facile. Hein, non, mais bien réussi. Écoute, j'ai fait un petit pont. Voilà, comme ça. Faut-il supprimer Parcoursup? C'est la question qu'on vous pose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, vous dites oui, c'était 88% tout à l'heure, on est passé à 90% maintenant. Tiens, vos enfants ont des soucis avec Parcoursup, venez témoigner au 0826 300 300. Je sens que Bérangère Dubuis est déjà dans les starting blocks. Ah, moi là, je suis chaud de la Parcoursup. Au moins les 10%. Appelez-nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette émission, on a un cheval au galop qui s'appelle Bérangère Dubuis, qu'on a du mal parfois à arrêter. Et tac, tic, 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 et ça court. Donc on lui a mis une longe pour qu'elle revienne. Mais vous c'est me provoquez aussi, Cécile. Vous mettez des sujets, des fois, qui me font partir comme ça. C'est ça. Dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit, je pense que ça doit passer, ça doit voler là-dedans. Ça y va. Domenico Cotron qui est avec nous, beaucoup plus calme, auditeur de Sud Radio et en reconversion pour devenir journaliste politique. Et puis Philippe Bilger, égal à lui-même. Le sage. Le sage, ouais. Enfin, il faut le dire vite. Hein. Oui, il faut le dire vite. C'est bien ce réalisme à votre endroit. C'est ça. Bien sûr. Mais quand je me compare avec vous, j'ai un petit sentiment de satisfaction. Et cette émission s'appellera aujourd'hui Au bon accueil, bonjour. Oh la balle perdue. Allez, bing, ça va? C'est pas trop mal, Philippe David? Non, vous savez... la vengeance sera terrible. Oui, vous savez, je me vengerai, il n'y a pas de problème. Je me vengerai. Il prétend que je suis un nudiste. Voilà. Mais non, pas du tout. Non, c'est moi. Non, elle prétend que vous êtes un nudiste. Et lui, il pense que vous l'êtes. Voilà, soyez les bienvenus, c'est la question du soir. Les inscriptions débutent aujourd'hui sur Parcoursup. C'est le jour J, tout ton avenir va se décider maintenant. Les lycéens peuvent renseigner leurs vœux pour leurs études supérieures sur la plateforme d'orientation. On a jusqu'au 12 mars pour le faire, donc prendre son temps, c'est aussi pas mal parce que ça s'évite le stress pour rien. Refuser. Une période de candidature toujours jugée stressante par 84% des lycéens de la session 2025. Avec une copine, quand j'ai fait mes vœux, je me dis, psychologie, en vrai, pourquoi pas essayer? Et elle me dit, mais viens, on met une recette. Et du coup, j'ai tapé une recette de brownie et j'ai copié-collé dans ma lettre de motivation que j'ai envoyée. Du coup, j'ai démissionné de Parcoursup, j'ai abandonné les études et je suis allé taffer dans les mines en Australie. Les vraies voix Sud Radio. Et pour vous dire que c'est pas facile avec cette question du jour, faut-il supprimer Parcoursup, Philippe? Eh bien, vous dites oui, avec ce score brejnevien de 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et direction Bellegarde avec Sarah qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Sarah, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à toute l'équipe qui, comme d'habitude, vous savez poser les bonnes questions. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous êtes admise. Il y a notre réalisateur qui dit mais en fait c'est Bérangère au téléphone. On va bien s'entendre avec Sarah. Je suis très honorée, effectivement, j'apprécie beaucoup ce qu'a dit cette personne. Oui, écoutez, vivez avec elle, vous changerez d'avis, je pense. Sarah, on plaisante, on vous écoute Sarah, bien entendu. Eh bien, écoutez, bien sûr que vous avez raison et qu'il faut mettre fin à Parcoursup pour deux raisons. Moi, je suis enseignante et mère d'un jeune homme qui va passer dans la redoutable moulinette, là, justement, à partir de demain. Ah oui. Donc, donc, si vous voulez, je suis concernée à double titre. Alors, premièrement, ce parcours, il faut bien savoir, c'est un algorithme. Moi, ce qui me gêne profondément, c'est qu'un algorithme, c'est programmable et qu'il est victime d'idéologie. C'est-à-dire que cet algorithme n'est pas innocent. Il est programmé en fonction d'impératifs socio-culturels décidés par on ne sait pas qui, enfin, vaut mieux pas savoir qui fait qu'en fait, certains enfants qui sont considérés comme favorisés vont être déclassés
pour faire de la place à d'autres enfants qui méritent leur chance, certes, mais pas de cette manière-là, à mon sens. D'autant plus que lorsqu'ils occupent ces places qu'ils ne pouvaient pas occuper autrement par leur propre mérite, ils coulent assez rapidement. Je vous donne un exemple en médecine. Moi, je connais un jeune qui voulait passer en médecine. Comme il venait d'un établissement très connu, on ne l'a pas pris. Il a été obligé de faire 3 ans en fac. Et les jeunes qui ont pris sa place ont décroché de médecine au bout de 2 mois, parce que c'est pas leur faute, mais souvent, ces enfants ne sont pas assez accompagnés comme ils devraient là où ils sont. Donc, déjà, c'est idéologique et ça ruine des vies. Vous parliez du stress tout à l'heure. Les enfants ont un stress pas possible. Et deuxième élément, il y a une grande injustice aussi, parce que Parcoursup va prendre en compte des critères qui ne sont pas les bons critères et sur lesquels vous ne pouvez pas revenir. Donc ça veut dire que votre enfant, il va être coupé comme un saucisson sans tenir compte de son dossier. Or, autrefois, on regardait des dossiers. Vous faisiez un dossier et il y avait un facteur humain. Alors que là, c'est complètement réduit. On le saucissonne, on le réduit en des petites rondelles. On ne sait même pas sur quels critères sont découpées ces rondelles. Et c'est la fin de l'humain. Et là, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'avenir d'un jeune. C'est crucial. Et réduire un jeune à un saucisson et à une moulinette, je suis désolée, c'est sûr. Sarah, je peux vous demander dans quelle matière vous travaillez ? Moi, je suis prof de lettres et de théâtre. D'accord, très bien. Philippe Bilger, quand vous entendez ça, je vais laisser marmonner un peu. Non, mais moi, on va lâcher les chevaux après. D'abord, je déteste cette manie française lorsqu'on n'est pas complètement satisfait d'un système de vouloir le changer pratiquement tous les ans. On a remis le changement de Parcoursup sur le tapis démocratique et politique. Deuxième élément, mais je le dis avec beaucoup de modestie, j'ai suivi ce parcours à travers les angoisses, les inquiétudes de mes petits-enfants et j'avais l'impression qu'elle tenait davantage à la difficulté d'un choix pour le futur qu'à une structure qui aurait été perverse de Parcoursup. Et j'ose dire que apparemment, on a amélioré un peu le système pour le rendre moins catastrophique qu'il était dans la première année. Et donc, derrière tout cela, il y a la volonté peut-être en permanence de faire table rase de quelque chose qui peut être amélioré, mais qui n'est pas à ce point négatif qu'il faille le supprimer, comme si c'était un scandale absolu. Allez, tous aux abris. Non, alors je pense qu'il faut supprimer tout de suite Parcoursup, qui est une aberration. Et merci Sarah, vous avez dit mot pour mot ce que je voulais dire. Sarah a tout dit. Et Sarah l'a dit avec une justesse dont personne ne dénonce. C'est un algorithme. Aujourd'hui, votre enfant qui vient d'un établissement prioritaire en REP aura des points supplémentaires par rapport à un enfant prioritaire qui vient du privé. Et il faut dire que comme c'est un ordinateur, un algorithme, comme Sarah a dit, les établissements qui notent beaucoup plus dur les élèves, mais qui ont de meilleurs résultats au bac, ont donc des moyennes inférieures. C'est-à-dire que des enfants dans des quartiers défavorisés où il y a un taux de réussite au bac de 50% ont des notes toute l'année supérieures à des enfants où 98% ont une mention. Donc ça enlève totalement le mérite, ça enlève le niveau, ça met en avant des enfants qui ont des niveaux inférieurs. Et il faut quand même se dire aujourd'hui que ça se termine le 12 mars, mais il vous a pas échappé que le bac sera plus tard. Donc un enfant qui va avoir des notes extraordinaires au bac et qui va se dire finalement, moi j'ai pris 19 en sciences, 19 en maths, je suis capable de faire médecine, cet enfant-là, ça sera trop tard pour lui. Je l'ai vécu pour mon aîné, je le vis pour ma seconde. C'est totalement fou de demander à des enfants de 16-17 ans au mois de février ou en janvier, alors qu'ils n'ont pas leur bac, qu'ils n'ont pas leurs notes, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont être. Et on sait que 6 mois d'écart à cet âge-là, c'est énorme dans la construction. Ils n'ont pas eu les notes de leur bac blanc. Ils n'ont rien eu et ils se retrouvent comme ça. Parcoursup a été lancé vers 2004-2005. Mon grand, pour les enfants, nés en 2005. Mon grand a été un des premiers à le faire. Je n'ai jamais vu autant d'enfants de cette génération-là qui ne sont pas allés faire des études supérieures. Ils ont abandonné. Donc bien sûr qu'à l'époque, il y avait un fondamental qui était que tout le monde peut aller à la fac. Tout le monde peut aller à la fac. En revanche, on n'a pas le droit de redoubler forcément. On n'a pas des bourses à vie. On peut mettre des numerus clausus en sociaux. Il y a plein de choses à faire. Mais Parcoursup ne marche pas.
Ça y est, la conférence est finie. C'était très intéressant en tout cas. Oui, bien sûr. Non, moi je rebondis par rapport à ce que disait Sarah tout à l'heure sur justement l'algorithme des facs, des universités. Ce manque de transparence de l'algorithme, c'est flagrant en fait. Et j'ai ma fille là qui est en plein dedans, voilà, qui est en terminale et qui réfléchit. Donc je vais faire un petit passage si le président de la fac de droit de Toulouse nous écoute, je lui passe un grand bonjour. Voilà, ça s'est glissé, mais voilà. Non, plus sérieusement, ouais, ma fille rentre dedans et c'est vrai que je suis inquiet pour elle parce mais que c'est une angoisse, hein. C'est une angoisse quand pour je vois tout ça, je me dis mais quel monde il réserve pour demain. Alors que personnellement, et vous l'avez compris, je suis pro-américain. Là-bas, c'est souvent beaucoup avec la sélection en fait. Et je pense qu'en France, on devrait appliquer la sélection. Je pense personnellement que tout le monde n'a pas vocation à faire de grandes études. C'est vrai. Ça, on est bien d'accord avec notamment l'orientation, mais ça c'est un autre sujet. En me regardant. Non, pas du tout. Je regardais Bérangère. Je parlais de Domenico. D'accord. Non, mais ça c'est un vrai sujet. Déjà, l'algorithme, on ne sait pas de quoi il en retourne. Alors c'est vrai que dans des lycées où le niveau est nul et où celui qui fait 10 fautes d'orthographe par page se prend un 17 sur 20 en français ou en philo, ça pose question par rapport au bahut privé ou au bahut public dans un super quartier où il y a 90% de mentions et où les élèves écrivent dans un français parfait sans faute d'orthographe et manient tout en maths, etc. C'est n'importe quoi. Moi, je suis pour que déjà, alors comme le disait Bérangère, on fasse des numerus clausus. Par exemple, qu'il n'y ait plus de numerus clausus en médecine, tant on manque de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, de kinés, enfin de toutes les professions médicales où on a des déserts et des manques. En revanche, du numerus clausus en sociaux, en psycho, en archéologie, etc. Là, il faut mettre des numerus clausus, mais drastiques, absolument drastiques. Et je dis, alors je vais pas me faire que des amis, dans ce domaine, vous laissez faire les gens. Moi, à mon époque, on allait voir, alors il y avait l'ONICEP, il y avait les salons de l'étudiant, machin truc, on allait voir les écoles où on nous conseillait, il y avait des réunions, et puis on se débrouillait, c'était face à des gens, c'était pas face à un clavier d'ordinateur. Allez, le mot de la fin, 30 secondes à Sarah peut-être. Ben écoutez, moi je trouve que vous avez tous bien saisi l'enjeu. Moi je pense que le problème c'est qu'on a des enfants très fragiles et on a un monde qui est de plus en plus éclaté. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver leur voie, comme disait Philippe David, hein, parce que de notre temps c'était facile, mais il y avait quelques établissements, maintenant il y en a de plus en plus, il y a énormément de filières. Donc ça, on leur met une pression terrible dans un univers qui est de plus en plus complexe. Moi je terminerai là-dessus. Merci beaucoup Sarah. Merci, dans Sarah. un instant, un de nos auditeurs sera nommé ministre. On aurait pu nommer Sarah ministre de l'Éducation nationale. Je suis d'accord. Peut-être qu'on fera ça avec Sarah, si vous nous le permettez. On vous invitera à devenir ministre chez nous, au moins pendant 5 minutes. Et puis juste après, le qui c'est qui l'a dit, avec nos vraies voix du jour. Ils ont intérêt à être bons, parce qu'il est bon, ce qui c'est qui l'a dit. Oui, il est bon. Oui, il est bon. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de Philippe David, il y a bien des gens. Il y a qui autour de nous? Le Philippe Bilger, le président. Le président. Voilà, Laurent Blanc. Carrément. Mais, non, je vais vous appeler président maintenant. Maintenant, les gens sauront que c'est vous, président. J'aurais préféré que vous me qualifiez de maître en anglais. De maître en anglais. Master in English. Master. Master. Yeah. And commander. Yeah. Comme le grand film. Il a un boulard, Philippe David. Seulement le lundi, c'est le cas. Et ça dégonfle le mardi. Bérangère Dubu, qui est redescendu un petit peu. Moi, je veux qu'on m'appelle docteur, comme Thomas Guénolé. Je m'invente des titres maintenant, vous savez, il se dit docteur, Thomas Guénolé. Je sais pas, mais il a sauvé personne. Voilà, docteur en sciences politiques. Moi, je suis docteur en crédit. Oui, je suis créditologue. Créditologue. C'est pas mal. Et Domenico Cotron, vous voulez de quoi, vous? Alors, je sais pas. Ce que vous voulez, Cécile. Bah, je suis... futur journaliste à Sud Radio. Journaliste au fil. Voilà. Ah, c'est joli. Oh, c'est beau. Voilà, au fil, au téléphone, je veux dire. On en dit des conneries. Soyez les bienvenus tout de suite. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Eh ben justement, on va vous donner une utilité. Et c'est Frédéric de Paris qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Pardon, c'est le PM, là. Ouh là là. Oula, ça rigole plus. Bienvenue. Bonsoir, Cécile et Philippe et Master Bilger et Docteur. Bonsoir. Là, vous me flattez au-delà de tout. Ouais. Appelez-moi Majesté. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté cette interview exclusive à Sud Radio. Quelle est votre voie, vers quoi allons-nous tendre, en tout cas pour les jours prochains?
Alors tout ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à tout le monde, loin de là. Moi, comme Premier ministre, déjà, je dis l'État, son rôle, le gouvernement se reconcentre sur ce qui est régalien, ce qui est de sa responsabilité, c'est-à-dire principalement la sécurité, donc justice, police, gendarmerie, les douanes, voilà, les services de sécurité, la sécurité des Français et tout ce qui est vital à la société, à l'économie, l'énergie, électricité, gaz, etc., leur transport, leur production, transport, distribution, les routes. Là encore, on est toujours dans le transport, les routes, donc la possibilité pour les Français de pouvoir se déplacer en toute sécurité pour les biens et également les marchandises. Donc ça, c'est les priorités de l'État. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir 40 ministres, 40 secrétaires d'État et autant de cabinets. Se recentrer sur ce qui est de l'État et ce qui est annexe peut être fait, et ça à définir par d'autres. Et notamment, ne pas oublier le territorial, c'est-à-dire les départements et les régions. Ils ont leur rôle à jouer dans beaucoup de choses, ils ont leur vision, ils ont leur spécificité dans leur région, dans leur département. Il faut leur faire confiance. Il y a des présidents de région, il y a des présidents de département, il y a des préfets de région, il y a des préfets de département. C'est à eux d'organiser, en écoutant les élus locaux, ce dont ils ont besoin, ce qui est bon pour le département et la population pour le département. Ce n'est pas à Paris de faire un dessin et de dire ce dessin il va s'appliquer de facto uniformément à tout le monde. Des départements français. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut tout renverser, il faut renverser la table. Je vais prendre quelques exemples, les hôpitaux. Vous êtes le frère Hugo de Bérangère Dubuis. Non, j'allais dire vous êtes son père. Aujourd'hui, je bois du petit lait, moi. Je commence par le docteur. Donc, je connais un peu l'hôpital. Donc, on dit assez facilement que l'hôpital est en tension, souffre, sauf que l'hôpital souffre de ce qu'il crée lui-même. L'hôpital, il faut déjà le réorganiser. L'hôpital, il doit y avoir un chef, à cet hôpital, un directeur général, avec un système pyramidal hiérarchique en dessous et de construction, de manière à réduire déjà le taux administratif qui est de l'ordre, je crois, de 40%, le ramener à 20%, et ça sera bien largement suffisant avec les outils informatiques, même on peut aller largement en dessous, mais sans pour autant supprimer ce qu'on appelle les ETP, les emplois temps permanents, c'est-à-dire que tout ce qu'on va... Non, ETP, c'est les emplois... Équivalent temps plein. Équivalent temps plein, d'accord. Équivalent temps plein. C'est ça. Tout ce qu'on va supprimer en administratif, le transformer en médical, de manière à passer dans les hôpitaux de 40-60 à 20-80% de soignants. Ah oui, c'est un vrai programme quand même. Oui, il faut former des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Il faut arrêter avec ces limites qu'on donne partout qui n'ont aucun sens. Il faut répondre aux besoins d'une population qui grossit, qui vieillit, qui a besoin de soins. Mais pour cela, il faut avoir un hôpital organisé. C'est-à-dire que lorsque les Français partent en vacances au mois d'août, si les hôpitaux partent en vacances aussi au mois d'août, il est certain que ceux qui restent sont en tension. Donc il faut réorganiser tout ça. Et Monsieur le Premier ministre, il vous reste 30 secondes. On n'aura pas dit un mot, mais c'était très intéressant. Il faudra un quinquennat. Il faut... Et les autres administrations, il faut les réorganiser aussi dans les administrations que je connais bien. Il y a des gens qui travaillent comme des fous, qui travaillent 60 heures par semaine, et il y en a d'autres, c'est tout juste s'ils viennent travailler. Donc là, il faut revoir tout ça aussi. Et quel est le rôle de l'administration? Le rôle de l'administration n'est pas de créer sans arrêt des normes et des règles pour embêter les Français. Le rôle de l'administration est d'être au service des Français, d'accompagner les Français dans leur vie, sans pour autant n'être que dans l'interdit, dans le contrôle, etc. Voilà, donc vous voyez, c'est un vaste programme, il y a beaucoup à faire. C'est passionnant, moi je dis bravo, Premier ministre, on vote pour vous. En revanche, quand il a parlé de population qui grossit, je ne me suis pas senti visé. Non. Non, mais il faudra du temps. Il faudra du temps, mais en tout cas, c'est une belle proposition. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Frédéric de Paris. Le cornu devrait faire du souffle. J'ai bien envie. Vous passerez nous voir un de ces jours, Frédéric, avec grand plaisir. En attendant, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu autour de cette table, que des tricheurs. Donc on va essayer de voilà. Avec le qui c'est qui l'a dit, la première question. Qui c'est qui l'a dit? J'aurais du mal à quitter l'Élysée.
Macron. Macron, ouais. Non, Brigitte Macron. Bonne réponse de Bérangère Dubu. Macron. Ah, elle a dit ça, tiens. Oui. C'est confortable. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a des citations de cinéma, d'humour politique, etc. Oui, d'accord. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non? De Logu? Non, non, c'est pas politique. Non, c'est un film. C'est un film. Un film, alors là, je vois pas. Oh. Un dîner Un film mythique. Le dîner de con? Oui, c'est Thierry Lhermitte qui dit ça. Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non? 2 points pour Bérangère Dubu. Ça ne m'est jamais arrivé. Qui c'est vous emballez pas, ce sera fini, je pense. Qui c'est qui a dit le monde ne sera pas en sécurité quand nous n'aurons pas le contrôle total et absolu du Groenland? Donald Trump. Il l'a dit plus rapidement. Donald Trump. Et moins fort, mais en tout cas, il l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là, je l'adore. Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. Facile. Un auteur incroyable. Un auteur, une des légendes de l'humour français. Décédé en 1988. Bonne réponse de Bérangère Dubu. 3 points. Pierre Desproges. Qui c'est qui l'a dit? Ma mère nous répétait souvent, à la maison, vous pouvez parler espagnol. Louis Cervantes. Bonne réponse. Je finis. À la maison, vous pouvez parler espagnol, mais dehors, vous parlerez français et vous direz merci à la France. Louis Fernandez. Oui, absolument. Exactement. Milieu de terrain du carré magique des Bleus de Alerte l'époque. enlèvement, Philippe Bilger, non? C'est pas plus mon genre, là. Enfin, si, Louis Fernandez adorait le foot. Ouais. Oui, mais je ne bois pas ses paroles. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime. Oh là. C'est une femme politique. Ouais. Qui est encore en Sandrine Rousseau? Non. Très puissante. Française. Non. Française. Française. Je l'avais lu. Tout le monde même, Christine Lagarde? Non, elle fait plus de politique. Parisienne. Anne Hidalgo. Bonne réponse, Anne Hidalgo. Voilà. Moi, je demande la VAR. Je veux voir la fête. Je sais pas, mais j'ai l'impression que Bérangère... Je pense qu'il faut faire un contrôle antidopage. Question, qui c'est qui l'a dit? Je sens que ce soir, je vais conclure. Jean-Claude Duss. Bonne réponse de Bérangère Dubu. Philippe Bilger, vous dormez? Qui c'est Michel Blanc. Oui, mais il fallait réagir. Je ne l'ai pas dit. Mais non, vous n'avez pas dit. C'est bien ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas l'avoir dit. À vous. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là, j'adore aussi. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Alors, un homme d'État qui est mort depuis... Bonne réponse. Non, c'est pas possible. Vous avez triché, là. Là, il y a de la elle est beaucoup plus rapide que nous. J'aime beaucoup Churchill et je lis régulièrement ses citations, ses punchlines, un livre sur lui. Voilà, j'aime beaucoup Churchill. Qui c'est qui l'a dit? Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, c'est que vous êtes schizo. Ah, je l'ai entendu, ça. Une série télévisée très, très, très connue. Avec un personnage haut en couleur. Qui boite? Docteur House. Bonne réponse. Ah non, là, c'est Bérangère qui a un quart de seconde d'avance. Allez, la dernière. C'est quoi la réponse? Docteur House. Docteur Maison. Et la dernière. Qui c'est qui l'a dit? Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi, je suis expert en régime amincissant. Roselyne Bachelot. Non. Non, attends, qui est-ce qui l'a dit? Ça, je l'ai entendu. C'est un homme. C'est un patron de région. Un homme, c'est pas... Xavier Bertrand. Bonne réponse de Bérangère. Là, c'est incroyable. Attendez. Je vous ai atomisé. 9, 1, 0. Ouais. Je suis pas Fanny. Vous savez quoi? Non. Bravo. Ah, et ben voilà. Je suis très fière, j'avais jamais gagné. Et ben voilà, et ben ce sera la dernière fois. Je vous le dis tout de suite. Ah là, vous avez atomisé tout le monde. Hein. Et ouais. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous restez avec nous, on fait une petite pause. Absolument. Absolument. On revient dans un instant avec la phrase du jour avec Philippe Carsenti. Ce matin au micro de Jean-François Aquili dans La Vérité en face. Et puis l'occasion à partir de 19h, Philippe. De 19h, c'est les vraies voix les vraies voix font parler la France. Alors le micro vous est ouvert. Les sujets que vous nous avez soumis ou suggérés, il y a notamment, alors à côté de Parcoursup, est-ce que vous pensez que notre système scolaire forme aux emplois
qui sont à pourvoir. Parce que vous nous dites, pour certains, on a peur dans Parcoursup, comme c'est imposé que notre enfant se retrouve en psycho ou en sociaux, par exemple. Alors venez témoigner au 0826 300 300. Vous voulez parler de Parcoursup également. Bien évidemment, on va parler de la catastrophe ferroviaire en Espagne, une quarantaine de morts. Est-ce que vous avez confiance dans les transports ferroviaires? Est-ce que vous avez peur dans les transports ferroviaires? Et évidemment, on parlera des intempéries dans le sud de la France. Venez témoigner, venez nous raconter votre vécu. Et c'est ouvert pour tous les autres sujets. Et c'est le 0826 300 300. Et ce sera avec François-Louis Bourneau. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Fichier présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette victoire écrasante de Bérengère Dubu, on a perdu définitivement Philippe Bilger, qui se dit que... Il est en dépression. Ah bah lui, on est au bout du rouleau, là. Voilà, je pense qu'il va falloir le ramener parce que il va pleurer. C'est rare que vous perdiez autant. Oui, mais là, ma chère Cécile... c'est la fin du patriarcat. Je rends hommage à Bérengère, mais des questions relevaient d'une culture qui n'est pas totalement la mienne. Décalée, on pourra dire. Philippe Bilger est avec nous, Domenico Cotron est avec nous, et donc Bérengère Dubu, the famous, puisque tout le monde en parle depuis 3 minutes, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. The famous one, pour prendre le prof d'anglais. The doctor. The famous, qui est pas le femme en anglais, hein, c'est pas ça. La fameuse. Voilà. Notre ami Flavio. Et ce matin, Pierre Carcenti, comité Trump France, était au micro de Jean-François Aquili dans La Vérité en face, et on l'écoute. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que la France devrait lâcher Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est une colonie aussi, finalement. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la même chose que le Groenland pour le Danemark. Enfin, c'est. Voyez, je voudrais même aller plus loin. Je pense que la France a beaucoup de territoires à décoloniser, oui, très clairement. Ah, vous pensez ça, vous? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de territoires que la France ne devrait pas être. Donc lâcher Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais pas si c'est une question de lâcher. Enfin, c'est une question de lâcher. Moi, je crois à l'autonomie des peuples. Je crois, par exemple, je me demande ce qu'on fait avec la plus grande frontière terrestre française en Guyane. Je me demande ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie. Je me demande ce qu'on fait dans d'autres territoires. Philippe Bilger. Ce Philippe Carcenti, je l'aime beaucoup, hein, mais je suis pas souvent d'accord avec lui. C'est bien lui qui est un partisan enthousiaste de Trump. Absolument. C'est le comité davantage que vous, mon cher Domenico. Donc, et je suis pas d'accord, non, avec ce qu'il dit, mais mon Dieu. Parce que appliquer à la France la stratégie déjà erratique de Donald Trump au sujet du Danemark, ça me paraît délicat. Alors moi, quand j'ai entendu parler de décolonisation du Danemark, et puis décoloniser Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis la Guyane, et puis la Nouvelle-Calédonie, désolé, quand est-ce qu'on parle de décoloniser Hawaï dans ces cas-là? Et puis quand est-ce qu'on parle de décoloniser les États-Unis? Parce que je rappelle quand même que les États-Unis se sont construits sur le génocide d'un peuple qui s'appelait les Indiens. D'accord? Oui, il y a eu un génocide des Indiens, Philippe Bilger, c'est pas la peine, qui ont été parqués dans des réserves après avoir été massacrés par dizaines. Rappelez-vous ce que disait le général Custer, un bon Indien est un Indien mort. D'accord? Si ça, c'est pas de la haine raciale, alors je sais pas ce qu'est de la haine raciale. Ça fait si bon western. Oui, ça fait si bon western, sauf pour les Indiens qui se sont retrouvés parqués dans des réserves. Donc désolé, mais entendre dire que la France doit décoloniser, que les Américains commencent à montrer l'exemple. Moi, je vais prendre le chemin inverse. Ah oui. C'est bizarre, non? Non, en fait, je réfléchis, je me dis, la France a 3400 milliards de dettes. Oui, les Américains en ont beaucoup plus. Non, mais ça serait peut-être bien. Oui, c'est qu'à les Américains aussi payent leurs dettes, ils en ont plus que la France. Je suis d'accord, mais à la limite, je me dis... Comme quelqu'un qui a des dettes, il vend pour éponger ses dettes. Mais vous voulez vendre qui? Vendre des territoires pour éponger. Non, vendre des territoires pour éponger nos dettes. Domenico. Déjà qu'on a plus grand chose. À un moment donné, on va essayer de sauver ce qui reste, les meubles. Juste, ces territoires, c'est des gens. Donc moi, je suis pour la détermination des peuples. Mais regardez, en Guadeloupe, où je vais souvent, les Guadeloupéens sont français comme vous et moi. Ils sont français. Il n'y a pas d'écart. La France, on a toujours dit que c'était une volonté commune de faire pays. C'est une langue, c'est une culture. Et en Guyane, en Guadeloupe, la Martinique, ces gens-là sont français. Ils sont comme les Corses, ils sont comme moi, les Occitans. Moi, je suis de Montpellier. Dans ce cas-là, on pourrait dire que l'Occitanie doit rentrer à l'Espagne ou à quelque chose. Mais d'ailleurs, donc on respecte les peuples et on écoute ce que veulent les peuples. Et ces peuples ne veulent pas du tout quitter la France. Si dans ces cas-là, comme on dit, on est pour vraiment écouter les peuples, où on dit c'est français, ça doit rester français, il faut les traiter en tant que tels. Oui, mais on les écoute s'ils veulent partir. C'est pas normal qu'il y ait des différences entre la métropole et les dom-toms.
Il y a trop d'écart en fait. Il a pas tort. Ah oui. Et à partir du moment où on veut les garder, dans ces cas-là, on les assume. Vous voyez, c'est comme avec les enfants. D'accord. Pour moi, à partir du moment où on les France, veut, on les assume. Vous êtes français, il doit y avoir une continuité territoriale parfaite qu'il n'y a pas et c'est un scandale. Voilà. On doit faire, mais ces gens, c'est comme si moi on me disait, tiens Bérangère, entrant à l'Espagne, je crois qu'être français, c'est pas une géographie. Ce que j'adore, c'est le propos. Mais c'est une bonne idée, on va peut-être vous rendre en Espagne. Que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Mais les Groenlandais veulent rester danois. Donc, qui commence par. On fait un référendum au Groenland. Ce que j'adore, les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, sauf les Groenlandais qu'on vend comme un sac de 25 kilos de pommes de terre. Faut quand même arrêter un peu les conneries. Philippe, le droit international est quand même à évoluer avec le temps, donc on ne compare pas avec ce qui s'est fait avant. Mais effectivement, Trump, le Danemark ne veut pas lui vendre le Groenland, eux ils veulent rester